Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Et chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis en vie, je suis debout, pas parce que j'ai fait la boxe, pas parce que j'ai corrompu quelqu'un, pas parce que j'ai acheté quelque chose, c'est tout simplement parce que le Dieu Tout-Puissant l'a décidé. Il a dit, mon fils, je te bénis et je te renouvelle ton contrat pour la journée, parce que je ne sais pas ce que demain sera. Pour la journée. Alors je suis donc debout aujourd'hui, avec vous ce matin, pour capitaliser ce que le Tout-Puissant a bien voulu que je fasse aujourd'hui. Toi aussi, tu es debout ce matin parce que le Tout-Puissant l'a voulu. Souviens-toi qu'hier, nous nous sommes couchés, d'autres se sont couchés tard, d'autres se sont couchés très tôt, mais tous ne seront pas debout ce matin comme toi et moi. Beaucoup ont été rappelés par le Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers. Beaucoup ont été rappelés ce matin même, au petit matin. D'autres te feront comprendre que non, il est sorti, il est allé faire des courses. Il a dit au revoir ici à tout le monde. On est surpris qu'on nous appelle qu'il a fait un accident. Mais la dernière fois que j'ai parlé avec lui, c'était hier. Nous nous sommes couchés, on s'est dit bonne nuit. Mais c'est pas possible. Mais la dernière fois que nous nous sommes parlé, j'ai encore son message sur WhatsApp, là. Nous nous sommes parlé il y a exactement 72 heures. Il me disait, bon voilà, voyons-nous demain. Je suis très surpris d'apprendre son décès ce matin. La vie est ainsi faite. Pendant que d'autres meurent, d'autres naissent. Pendant que d'autres naissent, d'autres sont dans les hôpitaux. Mais dans les deux cas, je ne me fatiguerai jamais de se montrer ce dessin-là. Le fait d'être ici, j'apprends qu'il y a des enfants qui sont morts par accident. J'apprends qu'il y a des enfants qui sont nés. J'apprends qu'il y a d'autres qui ont réussi aux examens. J'apprends qu'il y a d'autres qui se sont mariés. J'apprends qu'il y a d'autres qui ont fait des voyages pour aller en Afrique célébrer. Ils ont fait un bon voyage. Mais tous ceux qui sont partis au Cameroun, en Afrique, un peu partout, ne seront pas tous de retour aux États-Unis, ne seront pas tous de retour en France, en Allemagne, un peu partout. Ce n'est pas possible. D'autres sont allés fêter, ils ne reviendront plus jamais parce qu'ils sont morts. Ils ont été victimes d'un accident, d'un empoisonnement, d'une maladie, de quelque chose est arrivé. Toutes celles de ceux qui ont voyagé ne seront pas de retour. Mais la différence avec toi et moi, c'est quoi? Pour le moment et pour aujourd'hui, c'est que nous avons eu la grâce de Dieu de suivre les deux nouvelles. Les nouveau-nés, les accidentés, les morts. La réussite, les échecs des uns et des autres, les espoirs. Tu suis tout ça, tu as envie. Toi, tu penses que si tu as envie, c'est parce que tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait de miraculeux pour que toutes ces nouvelles-là, tu ouvres la télé comme ça, tu dis que non, tel a gagné tel championnat, tel a gagné la boxe, tel a gagné le combat, le karaté, tel a gagné telle course, tel a réussi, tel a échoué, tel est mort, tel a fait l'accident. Toi, tu as donné quoi à Dieu pour suivre toutes ces nouvelles-là, tout en étant en santé chez toi, alors que tu es dehors. Tu montes aussi comme les autres. Tu as des choses à faire. Mais tu réussis à rentrer à la maison en bonne santé. Tu penses que toi, tu as fait quoi? Parce que même une femme qui conçoit, il y a plusieurs spermatozoïdes qui sont en jeu. Il y a des milliers de spermatozoïdes qui sortent, qui combattent pour qu'un seul soit retenu. La vie est comme le spermatozoïde. Nous sortons tous, mais nous ne rentrerons jamais tous à la maison. Alors, chaque fois que je me lève le matin, je te rappelle toujours ça pour te faire comprendre que capitalise donc la minute que Dieu te donne. La minute parce que chaque minute, on ne sait pas ce que la prochaine te réserve. Tu ne sais pas ce que la prochaine minute te réserve. Donc, chaque fois que le Tout-Puissant te bénit, te dit, mon fils, Numa, Patrice Freeman, je te bénis, je te réveille. Je te bénis pour ce jour. Je te réveille pour cette minute. Fais la mission qui est la tienne. Mon cher ami,
ma première mission le matin, et je te le dis tous les jours, dès que je me réveille, avant même que mes deux pieds ne touchent le sol, je remercie déjà Dieu de m'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, afin de lui faire part de mes doléances. Je remercie Ntizamba de m'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, afin de lui faire part de mes prières. Je lui demande de me pardonner mes péchés. Je renouvelle ce pardon parce qu'il m'a déjà pardonné le fait même de me réveiller. Tu fais ta prière avant de te lever, avant même de poser tes pieds au sol. Tu es assis au bord du lit, là, les pieds ne touchent pas le sol. Hein? Tu es assis encore. Dès que tu finis, tu poses les pieds sur le sol. Je remercie le Tout-Puissant. Tu vas maintenant te laver sans parler à personne. Je ne parle jamais à personne. Même si c'est que mon épouse que vous connaissez. Je ne lui dis pas bonjour avant d'avoir fini ma prière et de parler à Dieu. Pourquoi? Parce que si je suis mort, qui lui dira bonjour? Si je ne me réveille pas le matin, qui lui dira bonjour? Donc, je dis d'abord bonjour et merci au Dieu créateur, le Tout-Puissant. Parce que quand tu dors là, tu es mort, non? Il n'y a que les autres qui voient même que tu respires. Toi-même, tu ne sais pas que tu respires. C'est quand tu te réveilles le matin que tu te rends compte que j'ai quand même bien dormi. Hein. Tu te dis, tu casses les bras, tu casses les pieds, tu te dis, oh là là, le coup battu parce que tu as pris une position, tu t'es détendu, tu as pris une autre position, tu t'es retourné. C'est à ce moment-là que tu te rappelles que tu dormais. Quand tu te réveilles. Parce que c'est seul ou celui qui a dormi à côté de toi qui te rend compte que, non, la nuit là, tu as beaucoup ronflé, hein. Mais dis donc, qu'est-ce que tu parlais seul là, la nuit, tu racontais tellement des histoires que la nuit, je t'ai entendu rire, la nuit, je t'ai entendu pleurer. Toi-même, tu ne sais pas ça. C'est celle ou celui qui est à côté de toi. Ou si tu ronfles beaucoup, c'est peut-être des voisins des autres chambres qui vont te dire que en moto. Mais vraiment, tu as ronflé aujourd'hui, c'est comme si c'était un moteur diesel. Et alors, quand tu te réveilles le matin, la première personne à qui tu dis merci, c'est Dieu. C'est à Dieu que tu rends grâce. Mais quand tu as fini donc maintenant, de rendre grâce à Dieu, de remercier les ancêtres méritants qui t'ont accueilli, les ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs qui t'ont accueilli ici. Tu leur dis merci de t'avoir accueilli parce qu'ils sont là. On ne peut pas se promener sans nos ancêtres. C'est eux qui sont enterrés ici. C'est eux qui ont fait ce pays. Parce que si tu vas dans la logique que la première créature de Dieu, c'est le noir, et que c'est ce noir-là qui a conçu ce pays, qui a été partout jusqu'en Chine. Alors quand tu arrives là-bas, tu dois d'abord honorer l'ancêtre que tu trouves là, parce qu'il est partout, et il te suit. L'âme est là, l'esprit se promène. Ok. Dès que tu as fini ces deux rituels, celui de remercier Dieu, de remercier tes ancêtres ce matin, tu peux donc commencer à dire bonjour les enfants, comment vous avez dormi? Bonjour ma chérie, et toi mon chéri, comment tu as dormi? Ça va, tu as bien dormi cette nuit? Oh là, bisous. Vous commencez, alors la journée commence, qu'est-ce qu'on mange ce matin? Les enfants, préparez-vous, maman manger, ok, alors on appelle papa, papa, comment tu as dormi là-bas? Maman, ça va, tout le monde va bien? Tu appelles qui tu veux en ce moment-là, tu as déjà fini ton premier rituel. Dieu aime ça, Dieu aime quand tu l'honores. Lui t'a réveillé, alors comment toi tu fais pour le remercier? C'est t'occuper des autres, être à l'écoute de l'autre. Seulement, Dieu ne te demandera pas de l'argent. Dieu ne peut pas te donner, te demander de faire ce que tu n'as pas, alors qu'il t'a tout donné. Lui t'écoute, comment toi tu ne peux pas écouter l'autre? Chaque fois, même les gars qui sont, même ceux qui te disent que Dieu n'existe pas, quand ils sont en danger, ils appellent qui? Oh Seigneur Dieu, vraiment. Quand il est là, c'est lui. Il tourne sur moi, il tourne sur lui. Oh Seigneur Dieu, tout puissant. Seigneur Dieu, maître de l'univers. Dieu, sauve-moi. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Mais il ne prie jamais quand il n'a pas de problème. Mais dès qu'il a un problème, la seule personne qu'il appelle, c'est Dieu. Oui, monsieur. Et c'est comme ça les enfants qui n'écoutent pas les parents. Dès qu'il ou elle a un problème, non, il faut appeler ma mère. Maman, j'ai un problème ici, maman. Alors tu passes toute la journée, tu n'appelles pas ta mère, tu ne sais pas ses nouvelles, tu ne sais pas comment elle se porte, elle te parle, tu n'écoutes pas. Mais dès que tu as un problème, maman, papa. Dieu, c'est la même chose. Et ce comportement-là, tu as vis-à-vis de Dieu, le comportement de Dieu en retour est exactement comme le comportement des parents. Je vais te donner l'exemple de ce que font les parents. Tu sais, je prends toujours une petite minute pour te parler de ces choses-là parce que nous sommes loin de nos parents et beaucoup d'enfants aujourd'hui n'écoutent pas leurs parents. Donc nous profitons toujours des tribunes comme ça pour échanger avec les plus jeunes.
Chaque fois que tu veux demander quelque chose à ton père, c'est en ce moment-là que tu commences à laver les assiettes à la maison. Observe ça. Hein? Tu as 3 gosses à la maison. Il y a une, dès que papa finit de manger, c'est elle qui vient, papa t'as fini, elle enlève le plat, elle va déposer, elle lave, elle va faire ses cours, elle va faire ses trucs. Pour elle, c'est naturel. Elle est là, papa arrive comme ça. Je te parle de 3 enfants. Il y a une fille, ou il y a un garçon, ou il y a 2 garçons, une fille, ou il y a 2 filles, 2 garçons. Mais tu verras toujours l'une de tes filles ou l'un de tes garçons, le papa est arrivé, il vient, il enlève il vient t'apporter tes sandalettes. Non, papa, il sait que quand papa arrive, papa aime boire, machin, il vient, il dépose le verre, et ainsi. Il est toujours présent. Maman finit, elle est toujours là dans la cuisine, ou elle est toujours à la cuisine avec la maman pour aider maman. Il ne demande rien, il va faire son travail. C'est ça, dans sa nature, c'est comme ça qu'on l'a éduqué. Mais alors cet enfant-là, il n'a pas besoin de demander quoi que ce soit à son père. Son père lui donne. C'est naturel. Je te dis, même si tu es l'homme de père le plus méchant de la planète, tout enfant qui se comporte comme ça avec ses parents, il a toujours l'attention de son père. C'est-à-dire, le père marche comme ça dans la ville. Dès qu'il voit quelque chose qui peut être intéressant pour sa fille ou pour son fils, il prend. Il garde. Il attend une occasion, il te donne. Oui. Et quand bien même il donne l'argent à tout le monde, il te donnera toujours un petit plus en cachette. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il dit, voici, celle-ci, ça c'est mon héritier. Celle-ci, c'est elle qui va hériter de ce que j'ai. C'est celle-ci qui me suit. Maman, pareil. Va alors voir Odoroso, Jacob. Jacob, lui, c'est quand il veut demander le nouveau iPhone à papa, qui se lève tôt le matin, quand papa dort encore. Tu entends, il fait trop de bruit dans la maison. Depuis 6 mois, maman dit, lave les assiettes, lave tes habits, il ne fait rien. Il va à l'école, il se rend compte que ses amis ont l'iPhone. Ils ont le nouveau Samsung, ils ont le nouveau laptop, le nouveau Apple. C'est là alors que Jacob se lève, le matin. Quand il voit ses amis venir, chacun a son iPhone, son laptop, ils sont là. Jacob dit qu'il faut que mon père m'achète aussi ça. Il se lève le matin quand tout le monde dort, tu entends les bruits là, Jacob va attirer l'attention. Il finit de laver les assiettes. Il s'assoit là. Il regarde toujours le couloir si papa est déjà arrivé. Oh papa! Bonjour papa! Je viens de laver les assiettes là. Hein? Papa, j'ai lavé les assiettes. J'ai lavé les assiettes. J'étais en train de balayer. Papa dit, ok, ça c'est bien ça mon fils. Papa fait comme s'il ne voit pas. Ça c'est bien mon fils, ça c'est bien. Dès que la maman se lève. Ah maman! Mais regarde la cuisine, regarde comment la cuisine est propre. Maman, la cuisine est propre. Oh maman, je viens de nettoyer la cuisine. C'est bien ça mon fils, ça c'est bien. Et les parents sont des dieux que quand tu commences comme ça, lui-même il sait qu'il y a une demande qui arrive. Et elle n'est pas excited, elle n'est pas contente, elle ne t'exprime pas sa joie parce que tu as elle te dit, oh j'ai compris mon fils, ça c'est bien. Elle reste tranquille, elle tourne, va se laver, fait ce qu'elle a fait, elle s'occupe tranquillement. Elle est sûre que tu vas lui demander quelque chose. Après, quand ils sont en train de sortir, papa a pris son manteau, il est en train de partir, ou bien il a pris son sac, il va dire, papa, j'avais quelque chose à te demander là. Oui, fiston, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a mon téléphone là, tu sais, mon téléphone a des problèmes, hein. Parfois même quand j'allume ça, il ne s'allume pas, il s'éteint, il est même tombé. J'ai ce téléphone là ici là. Oui, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as essayé d'arranger, ça ne va pas? Oui, papa, il y a même les nouveaux iPhones qui sont sortis, papa. Voilà la photo. Il y a le nouveau qui est sorti, le voici. Parce que celui-ci, quand on le connecte là, il ne marche plus bien, hein, papa. Ok. Alors, il ne marche plus. Tu as allumé, ça ne va pas. Allume-moi un peu. Essaye d'allumer. Ok, il ne marche pas. Très bien. Ok, d'accord. Tu m'avais de retravailler, on verra ça plus tard. Hein? On verra ça. Il faut voir ça avec ta maman. Ok. Il faut voir ça avec la maman. Hein? Je viendrai, on se reparlera après. Et je te rassure que si tu demandes quelque chose à ton père et il te dit d'aller voir ta mère, sache que tu ne devras rien. Parce que ces deux gens-là, ce sont les deux meilleurs complices pour dire non. Parce que s'il va te donner, il va te dire, ok d'accord, c'est quelle marque là? D'accord, je reviens. Mais dès qu'il te dit déjà d'aller voir ta mère, ça veut dire que ton cas a déjà été réglé dans la chambre là-bas, quand ils sont là-bas à deux. Jacob là,
Le bruit que tu as entendu Jacob faire, ça veut dire qu'il faut demander quelque chose. Il n'y a rien à faire. Et ils ont déjà négocié ton cas. La décision a été prise, la sentence a été donnée. Maintenant, ils vont te faire ce qu'on appelle le mouchon, le exé. Ils vont te rythmer. Maintenant, le papa est parti, il dit, il faut aller voir la maman. Toi, tu es content. Papa a donné l'autorisation, va voir maman. Maman. Ouais. Papa m'a dit que mon téléphone. Papa m'a dit que vraiment, il faut que je te vois pour mon téléphone. Maman, j'ai lavé les assiettes. Oh, j'ai compris. Qu'est-ce que papa a dit? Ah, ok, d'accord. D'accord. Ok. Je vais donc voir avec ton père quand il va rentrer. Parce que quand il partait, moi, j'étais dans la chambre. Tu dis qu'il a dit, machin. Est-ce qu'il t'a dit qu'il m'a donné de l'argent pour le téléphone? Avec Kawola, tu mets mon nez. Mais, avec Kawola, tu mets mon nez pour le téléphone. D'accord, ok. J'attends donc qu'il revienne le soir. On va parler de ça. Très bien. Il vient donc de te rythmer là pour la journée. N'est-ce pas? Et ça peut durer comme ça pendant au moins 3 ou 6 mois. Et ça va t'amener à rester à carreau. Toi-même. Et un jour, le père va te faire asseoir. Va te poser la question. Mais tu penses que il faut agir quand toi tu es dans le besoin. N'est-ce pas? Il faut que moi j'agisse quand toi tu es dans le besoin. Mais quand on te demande de faire des trucs élémentaires de la maison, nettoyer la maison, bailler le sol, faire tes devoirs, ranger ta chambre, te laver, te peigner, te brosser, cirer les chaussures, ranger le couloir, mettre de l'eau dans la maison, rentrer toi à la maison. Quand on te dit ça, est-ce que tu respectes? Mais c'est quand toi, tu as besoin de ton téléphone que toi tu veux que j'exécute et que ta maman s'exécute parce que toi tu veux ton téléphone. Dans la vie, c'est la loi du donnant-donnant. Oui, monsieur. C'est ça dans la vie. Et ton père va te dire ça. Et là, ta tête chauffe. Ouais. Et le comportement que tu viens de voir les parents faire là, c'est exactement comme ça que Dieu agit. Dieu lui fait ce qu'il a à faire à son niveau. Tu es né, on te donne le souffle de vie, on te donne la vie, la santé, tu as tout. Dieu ne te dit pas, va me laver les assiettes. Dieu te demande simplement d'être utile à l'autre. Comme lui, il est utile à toi. Sans rien te demander. Dieu ne te demande rien. Il te demande quoi? Alors qu'il te donne tout. Alors, le fait que tu n'as pas ce que tu veux quand tu veux alors que tu ne fais aucun effort, te conduit à faire des choses mauvaises. Les mauvaises compagnies, aller fumer la drogue, aller voler, aller braquer, aller prendre ce qui ne t'appartient pas, ainsi de suite, alors que tu as tout. Je te jure, demandez, posez la question à tous les parents. Tous les parents ne traitent pas leurs enfants de la même façon. Non. Tous les parents que vous voyez là, le plus grand politicien, c'est le couple, le père et la mère. Mais ils ne vont jamais te montrer que on aime beaucoup tel, on aime beaucoup tel. Parfois, c'est le plus dernier. Plus dernier, oui, le dernier de la famille. Même s'il a un cancre, tous les parents l'aiment. Mais les autres, les parents sont toujours dans la politique. La maman te donnera toujours quelque chose de distraitement. Quand les autres ne sont pas là, va alors garder ça. Il ne faut pas aussi que l'autre vienne voir comment ça va. Va garder ça quelque part. Toi aussi. C'est comme ça que les mamans sont. Elles aiment leurs enfants, tous les enfants, mais elles n'aiment pas les enfants de la même façon. Pourquoi? Parce qu'ils ont le don d'observation. Les mamans observent leurs enfants. Les papas observent leurs enfants. Ils vous regardent. C'est-à-dire, si tu veux connaître le plus grand ordinateur de toute l'histoire de l'humanité, c'est le cerveau de ta mère. Parce que le père même se réfère toujours. Même quand le père cherche ses chaussettes. Mais chérie, mais j'ai déposé ma cravate ici là. Mes chaussettes, si tu n'as pas vu mes chaussettes, c'est-à-dire que la maman a le cerveau de toute une famille. Alors quand tu rentres dans sa maison avec une paire de chaussures qu'elle ne connaît pas. Tu rentres avec un t-shirt qu'elle ne connaît pas. Mon cher, ce jour-là, c'est la Cour pénale internationale qui va se faire.
C'est là où tu comprends que la mère, c'est Colombo. Inspecteur d'Eric. Tu vas lui dire d'où vient cette chaussure. Parce qu'elle ne connaît pas ça. Alors que dans la maison, il y a au moins 400 paires de chaussures. Ses chaussures à elle, les chaussures de son mari, les chaussures de tous les enfants, les chaussures. Mais elle ne connaît pas la paire de chaussures là qu'elle n'a pas acheté ça. Non, monsieur. Et tu vas dire d'où ça vient. Maman, la chaussure, c'est là. Non, non, mais c'est Ernesto qui m'a donné ça. On joue souvent ensemble. C'est Ernesto, hein. Très bien. Ernesto habite où? Ok, allons chez Ernesto. La maman est capable de marcher 15 km pour aller voir les parents d'Ernesto pour savoir pourquoi Ernesto a donné cette paire de chaussures à son enfant. Parce qu'elle n'a pas acheté ça. Ernesto, lui, doit dire d'où ça vient. Si Ernesto en avait plusieurs et que ses parents sont nantis, il a donné une à son ami. Ok, ce n'est pas un problème, l'affaire est classée, caisse close. Hein? Mais si Ernesto ne t'a pas donné cette chaussure-là et que tu l'as volée, mais mon cher ami, prie que la bastonnade s'arrête au niveau de la matière et qu'elle ne dise pas au pater. Parce que si elle finit avec toi et qu'elle dise au pater que comme tu vois là, voici ce qui s'est passé ici, mon frère, non, t'as dit que c'est la double peine. Donc, je te raconte toutes ces petites histoires-là que si tu joues au petit malin avec Dieu, c'est toi, tu joues contre toi-même. Parce que Dieu connaît. Il sait ce que tu veux. Il sait ce que tu fais. L'homme regarde l'action, Dieu lit les intentions. Donc, je voulais te dire tout ce matin que quand tu te lèves le matin, capitalise. C'est d'abord pour ton intérêt. C'est d'abord pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Parfois, tu vois des gens qui te rendent service que tu ne connais pas. C'est Dieu qui passe par cela. Parce que Dieu, quand il arrive chez toi, mon cher ami, si tu as la possibilité de l'invoquer, quand il arrive chez toi, tu sais. Quand il passe par quelqu'un aussi, tu sais. Il y a des gens qui te rendent service, tu te dis que mais comment? Pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? La plupart des gens qui ont eu des papiers aux États-Unis, la résidence, en France, partout à l'étranger, ce ne sont pas vos parents qui vous donnent ces papiers. Parfois, vous avez rencontré des personnes qui ont monté des dossiers pour vous. Parfois, vous rencontrez quelqu'un qui doit te faire l'interview pendant au moins 2 heures de temps, mais il n'en fait que 5 minutes. Tu sais que c'est pourquoi. Tu ne peux pas payer cette personne que tu croises à l'immigration, à la préfecture en France. Tu ne la connais pas. Mais dès qu'il te voit comme ça, c'est comme si vous vous connaissiez. Il te rend la vie facile. Tu te dis que merde, mon frère, on m'a dit que c'était difficile quand tu rentres à la préfecture de Paris. Mon ami, on te fait transpirer. Tu dis non, moi je suis arrivé là-bas, mais la dame que j'ai rencontrée là-bas, vraiment, elle a été gentille avec moi. Hein. Ça fait 3 minutes. Hein. 3 minutes. Mon frère, on m'a cuisiné, ça fait 2 heures. La femme là voulait sortir mes intestins. Non, ce n'est pas elle. C'est ce que tu fais de mal partout. Et tu croises aussi un autre totem devant toi, comme toi. Il te rend la vie difficile parce que tu es méchant. Parce que tu es méchant. Et quand tu es aussi bon, une bonne personne, tu croises aussi Dieu dans certaines personnes qui reconnaissent en toi ta bonté et te rendent la vie facile. Je vous assure, chaque fois que je vous le dis, je vous raconte ces histoires, ce n'est pas mon expérience. Je vous parle de Gisèle Halima, que j'ai rencontrée ici, que j'ai ramassée dans la rue. Je ne la connaissais pas. Quand je rencontre Gisèle Halima, je la récupère, je l'amène, je lui donne un appartement. C'est parce que là où Gisèle Halima était assise, il y a les Américains qui passent. Et les Américaines. Et les étrangers, les Chinois, et les Camerounais qui passent, les Africains qui passent, les Asiatiques qui passent, les chrétiens, les musulmans, les athées, les bouddhistes, les animistes qui passent, ils la voient là. N'est-ce pas? Bien, tout le monde a ses problèmes. Parce que ceux qui passent aussi ont leurs problèmes. N'est-ce pas? Alors pourquoi moi je m'arrête là? Parce que si je m'arrête là, c'est tout simplement parce que j'ai la possibilité d'aider Gisèle Halima. Et c'est moi qui connais. Et c'est Dieu qui connaît. Que j'ai la possibilité de l'aider. Mais alors, si Dieu a voulu que je passe par Gisèle Halima et que je la vois
c'est parce que Dieu sait que je dois aider cette femme. Mais si je ne l'aide pas, par méchanceté, un jour Dieu me dira, parce que les gens qui passent là ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas que je vis dans un espace où je peux loger plusieurs personnes. J'ai de quoi loger plusieurs personnes. Ici et ailleurs. Alors si je passe, le Tout-Puissant va m'appeler un jour. Il me dira, écoute-moi bien mon fils. Je ne te connaissais pas comme ça. Je ne te connaissais pas radin. Je ne te connaissais pas égoïste. Je ne te connaissais pas méchant, Patrice. Hein, Freeman? Toi, je t'ai donné des appartements. Je t'ai permis d'en avoir. Je t'ai accompagné. Tes ancêtres t'ont accompagné. Je sais que tu dors que dans une seule chambre. Parfois même tu dors au salon. Alors, tu as laissé ta soeur dormir dans la rue? Bon, si tu ne pouvais pas la loger chez toi, est-ce que tu lui as donné un moyen de se débrouiller? Alors que moi, je t'ai tout donné. Je t'ai donné le souffle et la vie qui t'a permis d'avoir ce que tu as. Mais toi, en retour, tu as traversé ta soeur qui dort dans le froid, sous la pluie, le soleil, le vent et la neige. Et tu l'as laissé. Je ne suis pas content de toi. Et le Tout-Puissant ne va pas seulement dire qu'il n'est pas content de moi comme ça. Il va me punir, mon frère. Ma vie va devenir difficile. Je fais des choses qui ne marchent pas. Les choses n'avancent pas. Vraiment, tu te dis que je fais des efforts, ça ne marche pas. C'est le mauvais cœur. C'est l'égocentrisme qui te freine. Parce que plus tu tends la main à l'autre, plus les portes s'ouvrent. J'ai fermé la porte à Gisèle Halima. Alors, les portes de l'autre côté vont se fermer. Qui est Gisèle Halima? Cette femme-là a versé le sang pour accoucher des enfants. Donc, c'est une mère. Cette femme-là qui est dans la rue, les autres ne connaissent pas. Qui est cette femme? Mais moi, Dieu connaît que je peux l'aider et je ne l'ai pas aidé. Dieu ne me pardonnera pas. Donc c'est le même comportement que les parents ont à la maison vis-à-vis de toi et ton comportement. C'est le même comportement que ta femme aura vis-à-vis de toi. Parce qu'il ne faut pas la voir seulement parce qu'il faut aller faire foukou. Il faut être aussi là, sur les côtes. Il faut être présent. La richesse de l'humain, le milliard, c'est celui-là. Être, écouter l'autre. Si tu n'as rien à donner à l'autre, c'est d'abord l'écoute, c'est lui donner quelque chose. Parler à l'autre, c'est rassurer l'autre. Écouter l'autre, c'est rassurer l'autre. Échanger avec l'autre, c'est venir en aide à l'autre. Être avec l'autre, c'est soutenir l'autre. Parce qu'il n'y a rien de plus important sur cette terre que l'autre. Et l'autre te voit aussi comme l'autre. Il y a l'autre, toi aussi tu fais partie des autres. C'est donc la vie. J'ai commencé avec toi dans la cellule familiale et je t'amène là dans la cellule sociale publique. Et c'est comme ça que Dieu agit sur nous tous. Tu vois des gens qui te disent qu'ils n'ont jamais de problème. Moi personnellement, je n'ai aucun problème. Dans ma vie, je peux avoir des difficultés. Mais à la fin, ces difficultés-là deviennent des avantages pour moi pour avancer. Parce que Dieu connaît qui je suis. Toi, tu peux dire de moi ce que tu veux, je ne te gère pas. C'est pour ça que je n'ai pas le temps. Je suis le plus grand milliardaire de la planète. Je suis l'homme le plus frais, le plus beau, dans l'intérieur de toute la planète. Est-ce que c'est à toi que je le dis? Non, Dieu le sait. Ce n'est pas le vêtement. C'est pour faire propre, ça c'est. Mais là, à l'intérieur, c'est ça qui est important. Le jour où tu vas continuer à commencer à raisonner différemment, tu verras comment tu n'as pas besoin d'aller te laver avec une eau spéciale. La seule chose que tu dois nettoyer, qui n'a pas besoin d'un médicament autre que l'eau seule. Tu prends l'eau, tu parles avec l'eau, tu bois cette eau-là, tu demandes de te réguler. Nettoie ton cœur. Même la voiture, non? Même la voiture a besoin d'être vidangée. La voiture a besoin d'une vidange. Vidanger la voiture. Combien de fois le cœur? Il faut purger le cœur. Débarrasse-toi. Sois léger. Tu verras comment toi-même tu seras belle. Quand ton corps est léger, quand ton corps n'a rien, le cœur, tu te débarrasses. Mais, je dis, hein, regardez quand tu portes un vêtement. Tu as porté un vêtement. Au courant de la journée. Si tu ne prends pas soin de toi, le vêtement sent la sueur.
Alors, si le vêtement ici sent la sueur, le col est sale, imagine alors le slip, qui est la partie la plus importante est entre les jambes. Si tu ne t'entretiens pas, les odeurs nauséabondes vont te boucher les intempéries de force nasale. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois nettoyer, n'est-ce pas? Tu dois te laver. Tu dois laver tes vêtements. Tu dois te parfumer. Le cœur joue exactement le même rôle. Le cœur là, il joue exactement le même rôle. Les problèmes l'étouffent. Tu prends tout et n'importe quoi. Tu t'occupes de tout et de n'importe quoi. Tu prends, tu mets dans le cœur. Tu prends, c'est-à-dire que ce qui ne te concerne pas, tu prends. Tu t'occupes de tout, tu prends. Ce qui te concerne, tu prends. La famille, tu prends. Le travail, tu prends. Le sentiment, les copains, les copines, tu prends. Tu fais gérer tout, tu prends, tu mets à l'intérieur. C'est étouffant, vieux. Tu t'amuses, paf, le cœur explose. Crise cardiaque. Oui, tu meurs et la vie continue. Je te rappelle que la maison la plus importante de ta vie, c'est le corps. La voiture la plus importante, qu'aucune voiture ne peut rivaliser sur cette terre, c'est ton corps. Et tu es le seul maître à bord, le seul mécanicien qui peut réguler ton corps, c'est toi-même. Donc, c'est ce que je voulais te dire ce matin. Le corps, le cœur que tu vois là, c'est ton seul et unique patrimoine que tu dois transférer. Tout ce qui est là à l'intérieur que tu as reçu, tu dois transférer. Dans 140 ans, il n'y aura plus personne ici. Toi et moi ne serons plus là. Je ne sais pas qui sera dans cette maison. Peut-être que ce serait une galerie, peut-être que ce serait une oreille cassée. Dans 140 ans, on ne sera plus là. Sur cette terre, il n'y aura plus rien. Les maisons dans lesquelles on se bat partout, machin, tout, on n'aura plus rien. Alors, il va falloir que ceux qui naissent aujourd'hui, qui vont être là après nous, prouvent que nous avons implémenté un certain nombre de valeurs traditionnelles, éducationnelles, qui vont leur permettre de continuer le chemin. C'est pour ça que les Xi Jinping, les Xi Tao, tous ces gens-là continuent d'être célébrés parce que les Chinois continuent de suivre ce que les fondateurs de ce pays-là ont fait. Toi, on va retenir quoi chez toi? Le Congo-Ça, Ndondong, le Minal. Qu'est-ce qu'on va retenir sur toi? Alors, je prends toujours le temps de te dire ces choses-là parce que j'en parle beaucoup avec mes compatriotes dans le cadre privé, de nos échanges, dans un cadre un peu très réservé. Parce que je ne suis ni un prophète, je ne suis ni un religieux, un pasteur, un imam, ou un évêque, ou un prêtre. Non, je ne suis rien de tout ça. Je suis un fils de la République, un frère, un cousin, un oncle, un ami, qui pense que je dois partager avec vous ce que j'ai reçu des autres. Et ce que je reçois des autres, je dois partager avec vous. Ici, c'est l'académie des apprenants. Nous sommes tous des ignorants. De chaque fois, nous devons partager un peu. Et comme je ne peux pas toujours faire tout ça ici, il y a un petit cadre dans lequel j'échange avec vous. Avant de vous parler du sujet le plus important, en fait, qui fait aussi partie des sujets importants de notre société. Donc, je prends toujours beaucoup de temps. Je préfère même prendre beaucoup plus de temps de vous parler comme ça, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus aux enfants. Plus on ne les parle pas, nous sommes donc dans le cas comme celui pour lequel je vous parle aujourd'hui. Parce que les gens ont abandonné leurs responsabilités et nous avons aujourd'hui des bébés criminels. Des enfants qui tuent sur l'ordre d'Atangandji. Un enfant tue ses parents sur l'ordre d'Atangandji. C'est le sujet pour lequel je voudrais vous parler aujourd'hui et vous dire que ces gens-là ont échoué à leur mission. C'est pour ça que notre pays rentre progressivement parmi les pays les plus dangereux au monde où les enfants sont devenus des enfants criminels. C'est-à-dire, en Palestine, on voit des enfants qui se battent pour leur terre. Les enfants se battent pour leur terre en Palestine. En Israël, les enfants se battent pour leur terre. Luttent, versent leur sang pour leur terre. En Palestine, en Israël, en Syrie, en Ukraine, en Russie, les enfants se battent pour leur terre. Pour leur terre qu'ils veulent léguer. Ils se battent depuis des décennies. Mais chez nous au Cameroun,
Les enfants versent le sang, tuent leurs parents pour vendre le corps de leurs parents, pour vendre les ossements humains sous l'œil encourageant des membres du gouvernement, sous le regard encourageant des membres du gouvernement. Voilà un enfant qui tue son propre père. Je voudrais donc que tu regardes cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je voudrais te raconter quelque chose. Écoute, regarde ça. Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as poignardé ton père? Pourquoi tu l'as tué? Parle fort. Ce n'était pas mon intention de le tuer. C'était pas ton intention. Tu fais quelle classe? 6e. Tu fréquentes où? Oui, polyvalent, yes. Polyvalent quoi? Yes. Tu as quel âge? 11 ans. Voilà. C'est quoi? Pourquoi tu as donc poignardé ton père? Ça s'est passé comment? Explique-moi. Je voulais partir chez ma mère. Tu voulais partir chez ta mère et tu as demandé à ton père, il a refusé? Il a refusé. Oui. Ta mère habite où? Il habite à Congo. Mais pourquoi tu ne connais pas la maison du tombe? Tu ne peux pas partir? Pourquoi ils se sont séparés? Ils se sont séparés pourquoi? Je sais pas. C'est depuis étant encore petit. Tu étais encore petit quand ils se sont séparés. Ça s'est donc passé comment? Il était quelle heure? Tu as pris le couteau où? Dis-moi, explique-moi comment ça s'est passé. Il était à 19h. Il était 19h. Ton père, lui, il était où? Il est dans le dormi. Il était en train de dormir dans la chambre ou bien au salon? Dans la chambre. Maintenant, tu allais prendre le couteau. Oui. Tu l'as poignardé où? À quel niveau? Sur le ventre. À ce niveau-ci? Un peu plus bas? Oui, ça. Oui, tu as poignardé combien de fois? Une seule fois. Une seule fois. Hein? Je voulais dire par l'hôpital. Je voulais dire par l'hôpital pour que par derrière, je proche ma mère. Tu voulais qu'il parte à l'hôpital pour que par derrière tu pars chez ta mère. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vivez seulement à deux dans la maison? Et donc, Vous habitez où? C'est quel quartier? Force de Dieu. Force de Dieu. Ton père travaille quoi? Moto. La moto, c'est un Belskiner, un moto taximan. Bon, maintenant quand tu as poignardé, il s'est réveillé ou bien ça s'est passé comment? Dis-moi. Ils sont réveillés. Oui, après? Il était rentré dans la porte et il a dit que je suis venu. Oui. Après il est sorti, il s'est placé à côté de la porte, il a payé par les mains. Lorsque le paiement est venu, on l'a amené à l'hôpital. Oui. Là, les gens au quartier étaient en train de me taper. Oui. Ils m'ont tapé, arrivé d'être... Arrivé, ma mère est venue, elle a commencé à pleurer quand mon était sur la véranda. Il m'a tapé ce qui était sur la véranda. Elle est venue, elle a commencé à pleurer. Après, elle a chuté, après, c'est encore... Réveillé. Maintenant, le sort de ton père, comment? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il est mort. Il est mort. Est-ce que tu regrettes ton geste? Est-ce que tu regrettes ton geste? Bien. Avant de continuer, vous avez vu cet enfant-là, il a tué son père. Il raconte sa vie, il a tué son papa. Cet enfant-là n'a pas inventé ce crime, n'est-ce pas? Il n'a pas inventé. Il a vu les autres tuer. Rien n'a été fait. Il a vu à Tanganji, ici, c'est marqué ici. Il a vu à Tanganji envoyer des enfants tuer au Nozo. Armés. Ces enfants-là se promènent. On les appelle le comité de vigilance. 10 armes. Ils ont tué et calciné des gens. Ce document-ci, que vous voyez, a été signé par l'un des patrons d'Atanganji. Et cet enfant qui tue son père a vu ça. Rien n'est arrivé aux enfants là. On a pris ceux qui n'ont personne. N'est-ce pas? On a pris 3 militaires ici qui n'ont, leurs parents ne sont pas des capitaines, des colonels. On a pris ces enfants là, on les a jetés en prison. Mais le colonel qui a envoyé ces gens, les 10 membres du comité de vigilance, les 3 militaires, le colonel qui les a envoyés, Zéondoua, Nyangono, Charles Eric,
il se promène. Galax, c'est Toka qui les a envoyés, est en liberté. Claude Meka qui les a envoyés, est en liberté. Joseph Fouda qui les a envoyés, est en liberté. Amougouboute qui les a envoyés, est en liberté. Les 10 tueurs se promènent, on ne les a pas arrêtés, c'est marqué dans le rapport. On ne les a pas arrêtés, le rapport est ici. Cet enfant qui tue son père a vu ça. Il ne lui arrivera rien. Donc, il peut tuer aussi. Il ne lui arrivera rien parce que tuer une vie, fut-elle la vie de ton papa? Non, mais c'est normal. Puisque, institutionnellement parlant, les représentants de l'État te disent que tu peux tuer comme ça. Il ne t'arrivera rien. Regardez le garçon que vous voyez en photo là. Il s'appelle Julien Nkondena. Il était le chef du centre régional de réseau IP, Internet Abepana, il était adjoint. Il est décédé dans les locaux de l'entreprise. On ne sait pas ce qu'il a tué. Je peux vous donner déjà les résultats de l'enquête. L'enquête est classée sans suite. C'est fini. On l'a liquidé. Il faut poser la question, comment a-t-il fait pour devenir directeur adjoint? Parce que ça ne peut pas être l'expertise. Puisqu'au Cameroun, c'est comme ça que la plupart meurent. Non, on a trouvé tel mort dans sa chambre. Lui, on a trouvé tel mort au bureau. On a trouvé... Toujours comme ça au Cameroun. Enquête classée sans suite. Les parents vont pleurer. Non, il n'y a plus rien à faire. C'est passé. Il est mort. Voici un adolescent et sa mère. Il raconte que sa maman et d'autres passent le temps à tuer pour vendre le corps et les organes. Écoutez et regardez. Qui? Goumoupol. Goumoupol. Oui. Tu dis que tu habites où? J'habite à Api. Avec qui? Avec ma mère et mon père. Avec ta mère et ton père. Bon, tu fais comment pour te retrouver ici en Vannes? C'est pour chercher quoi? Et pour chercher l'argent. Pardon? Et pour chercher l'argent. L'argent comment? L'argent par comment? Pour manger. Par comment alors? Tu fais comment pour avoir l'argent? Pas souvent manger avec l'argent. Pardon? Pas souvent manger avec l'argent. Faut dire la vérité, c'est pas ce que tu m'as dit. Hein. Moi, je suis pas là pour rire avec toi, tu as Si compris. tu veux contourner, tu vas d'abord te mettre à plat ventre là, tu te fous d'abord avec la machette. Si tu veux contourner, on t'amène tout le sud là. Si tu veux donc partir, dis-nous la vérité. Tu dis qu'il y a combien d'enfants chez vous? Parle fort. Il y a 3 enfants. 3 enfants, vivants ou bien? Il y a 3 enfants qui vivent. Vivants. Vous avez tué combien? On a tué 4 enfants. Parle fort. Vous avez? On a tué 4 enfants. Oui. Toi et qui? Moi et ma mère. Ta mère et toi? Oui. Et vous faites comment? Quand vous tuez, vous faites comment après? On peut vendre. Vendre. Hein? Et quand tu venais ici, là, c'était pour attraper. Tu cherchais encore. Puisque tu es venu travailler l'argent, non? Donc tu venais prendre ici pour partir avec chez vous bien. Ça se passe comment? Qui attrape souvent les enfants? Et les autres gens qui attrapent les enfants ici. Les autres gens, hein? Oui. Mais on a dit que tu as volé un enfant là à l'école. Il est aussi. Vous l'avez tué. Oui, on l'a tué. Vous l'avez tué. Hein? Tu fais ça avec les gâteaux. Montre ton sac là. Viens avec ton sac là. Viens avec ton sac là. Oui. Tu tiens les gâteaux là. Tiens les gâteaux là. Quand même, prends tes gâteaux. Tu fais souvent comment avec les gâteaux? Bon, tu fais comment avec le gâteau et le savon? Le gâteau et le savon. Fais voir le savon là. Ok. Bon, tu fais souvent comment pour attraper les enfants? Tu leur donnes le gâteau ou bien tu fais souvent comment? Parle fort, moi je ne te suis pas. Je leur donne souvent le gâteau. Et le gâteau là quoi? Vous avez mis quoi dedans? On a mis le savon. Le savon. Ça fait comment? Ils dorment ou bien? Ça se passe comment? Parle fort. Ça fait qu'il meurt. Ça fait qu'il meurt. Et puis tu appelles, tu portes, tu partes avec ou bien?
Vous êtes au nombre de combien ici en bas? Vous qui faites le travail là, vous êtes au nombre de combien ici en bas? Au nombre de 4. Parle fort. Vous êtes au nombre de 4. Oui, au nombre de 4. Et les autres sont où? Les autres sont déjà fui. Bien, bien. Les autres ont déjà fui. Ils ont déjà fait. Hein? Oui, vous avez... Tu as quel âge? J'ai Ça veut dire, Parle fort, tu me regardes. ça veut dire, les hommes, ils doivent payer ça. Tu n'as pas 7 ans. Tu n'as pas 7 ans. Tu n'as pas 7 ans. Tu as quel âge? 8 ans. Tu n'as pas 8 ans. On va arriver. Tu as quel âge? Regarde-moi quand tu parles. Si tu me manques, tu me regardes tout droit dans les yeux. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Voilà. Maintenant, tu as 18 ans. Ok. Et quand ils ont fui, vous étiez ensemble pour venir chercher les enfants vers le bas ici? Oui. Hein? Ils ont donc fui. Pourquoi? Tu as fait comment pour qu'ils sachent que... Qu'est-ce qui les a fait fuir? Parce qu'ils avaient eu peur qu'on les arrête. Parce qu'ils ont eu peur qu'on les arrête. Hein. Oui. Et toi, le courageux, tu es venu. Ça veut dire qu'ils sont là aussi avec toi, là à côté, c'est ça, non? Oui. Et vous faites ça depuis combien de temps? Depuis combien d'années? Depuis 2 années. Depuis 2 ans. Depuis combien d'années? Parle fort. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et vous avez tué environ combien d'enfants? On a tué 3 enfants. Non. Depuis 2 ans, vous avez tué combien d'enfants? On a tué beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Ok. D'accord. Et vous vendez où? On vend au petit marché, on a nos argent. Vous partez soit en banque où? Au petit marché, on a nos argent. Au petit marché au dia. Quand vous avez à tuer, Oui. et vous prenez quelle partie? Vous faites comment? Vous portez même ça comment? On porte souvent ça avec les mains. Dans les sacs. Oui, dans les sacs. Dans ton sac, c'est là quoi? Dans ton sac, c'est là, vous portez chacun son sac comme ça. Oui, chacun En son dehors, sac. en dehors du gâteau, vous donnez quoi d'autre pour inoptiser? On donne souvent. Parle fort. Vous donnez souvent quoi qui est... Bien. Voilà un bébé avec d'autres de son âge qui passent leur temps à tuer. Ils tuent, ils vendent. Ça se passe au Cameroun. N'est-ce pas? Ça se passe au pays. Dans ce pays-là, nous avons plus de généraux que dans certains pays occidentaux. Mais ces généraux-là, ils sont là à Yaoundé. Ils sont là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mpaye a tué plus de 3000 Camerounais à Douala. Mpaye. Mpaye, le général Mpaye. Son fils colonel est déjà en retraite. Mais Mpaye travaille encore. Mais ces gens-là vont nous dire que c'est Paul Biya qui est responsable de tout ça. Je veux tout simplement que tu comprennes. Je te montre là d'où vient l'instrumentalisation du crime. C'est ordonné, c'est organisé par les membres du gouvernement. Ils veulent le chaos. Oui, il y aura le chaos, mais le chaos sera ciblé. C'est eux que nous allons chercher. Voici un autre. Il a tué sa mère, découpé sa mère, mis dans une valise et déposé quelque part. Écoutez et regardez. C'est elle, en image, visage serein, Sylvie Luzen Goyebel, tombée entre des mains criminelles samedi soir, assassinée nuitamment, puis découpée en morceaux avant d'être transformée en colis dans 2 valises. Découverte macabre dans ce petit ruisseau au quartier Touameki à Yaoundé. Martial, par qui est arrivée la malheureuse découverte, inspectait alors le travail de remblage de ses collègues de la laverie effectué la veille. Là, je rentre, je lance un coup d'œil là-bas dans l'eau, je vois la valise là dans l'eau. Je dis, mais la valise ici même, pourquoi c'est trop bombé comme ça là? Hein? Pourquoi c'est qui a bombé la valise comme ça là? C'est là qu'il descend dans l'eau là-bas, qu'il m'avait d'abord regardé la valise ici. Mais là, je tâte la valise, la valise est dure. Je tâte la valise est dure. J'ouvre seulement un peu. Je guette. Je vois le gras. Je soulève le gras. Je vois les cuisses. Je dis, ok. C'est qu'un fou même comme ça là que il découvre la mannequin et
il me met dans la valise, c'est la folie. Quand je touche seulement la peau, je vois que c'est un corps. Je quitte là-bas en vitesse. Elle a appelé mon frère qui est là-bas. Là. Ouais, et ça c'est le corps. On a un corps ici en bas. Il doutait. Alors que c'est le corps vrai. Première valise dans l'eau sous le cacaoyer. La deuxième plus bas sous le manguier. Un corps divisé en deux et enfoui dans les valises. Personne à ce moment-là n'a pu identifier la victime. Il a fallu 2 jours d'enquête à la gendarmerie nationale pour identifier le corps et interpeller le suspect. Des sources dignes de foi parlent de son propre fils transformé en bourreau. D'autres complices sont encore en cavale et la gendarmerie après eux. Bien, voilà donc un autre. Il travaille, il tue sa mère. Mais avant de tuer sa mère et lui avaient déjà tué la grand-mère. Avant de tuer sa mère, la maman que le fils a tuée, la même mère et le fils ont tué la mère de la mère, donc la grand-mère du fils. Enquête classée sans suite. Charles Tébé disait un jour que quand il y a une épidémie dans un pays, en dehors de soigner les causes, les conséquences, il faut chercher les causes de cette épidémie. Mais tous ces crimes-là, on ne cherche pas les causes. Comment un enfant peut tuer sa grand-mère en complicité avec sa mère? Qui a dit à cet enfant-là que tue aussi ta mère? Pourquoi? Parce que dans cette histoire, la dame qui a été tuée, pour évoluer dans son métier, on lui a demandé de tuer sa propre maman. Ils ont tué avec son fils sa grand-mère. Pour que ton fils puisse entrer dans les écoles là et qu'il sorte quand la fête là où il était, on a dit qu'il fallait qu'il tue ta grand-mère. Ils ont donc tué la grand-mère. Maintenant, le fils arrive, il est positionné. Même les personnes qui ont demandé à sa mère de tuer la grand-mère du fils disent au fils que non. Pour que tu puisses avoir un poste normal, il faut donc tuer ta mère. Il tue donc sa mère. Est-ce que c'est la première fois que vous attendez un comportement pareil? Serge et toi, le militaire que vous voyez là, c'est la même chose qui lui avait été demandé. Il a tué sa femme, que vous voyez là. Très belle femme. L'enquête de proximité démontre que cette femme était une gentillesse exceptionnelle. Il a tué sa femme. N'est-ce pas? Quand il tue sa femme, il sacrifie sa femme meurt. Le jour de l'enterrement de sa femme, il présente son fils qui devait livrer avant. Je m'assois ici. Je lui parle. Je lui dis que la femme que tu as tuée là, la vidéo est là. Si tu connais quelque chose dans la mort de cette femme, tu vas suivre. Il a pris ma vidéo, il a amené dans leur cercle avec le neveu de Paul Biya qu'on appelle Mvondo Assam Bonivan, un autre sataniste. Je ne vous parle jamais ici de ce que je ne connais pas. Mvondo Assam Bonivan est à la base de la mort. Il n'est pas seul, hein, c'est un groupe de Serge et toi. Il amène ma vidéo là-bas. Et que ce que nous m'a dit là, ça me pose, je ne comprends pas. Comme il avait déjà donné son enfant, sa femme, et il a présenté que c'est son fils qui devait suivre. Le jour du deuil, la vidéo du deuil là, ceux qui ont la vidéo là, vous l'avez. Quand il sort de la brousse, avec son enfant à main, il tient son enfant comme ça là. Il vient donc présenter sa femme. Il s'assoit d'abord quelque part avant. Il s'assoit avant d'aller présenter son fils que, après la mère, voilà celui que je vous confie. Quand j'ai fait la vidéo ici, j'ai parlé avec lui, je lui fais comprendre qu'au Calga, si c'est toi, tu connais quelque chose là-dedans, tel que je le confirme, oui que. Il a pris ma vidéo, il l'a amené là-bas. On s'est rendu compte que, en force de m'écouter, il ne peut se rétracter. Alors, au lieu de prendre son fils avant, c'est lui-même qu'on a pris avant son fils. Donc, dès qu'il a sacrifié sa femme, tac, on a pris sa vie. Il était à l'école parce qu'il voulait porter capitaine. Tac, on a pris sa vie. Dès qu'il est mort, quelques temps après, tac, on a donc pris le fils. Dès qu'on a pris le fils, tac, on a pris la mère. Donc, il était la grand-mère de Serge et toi. Il lui reste maintenant 2 filles. J'avais donc donné le conseil à ces enfants-là. Allez vous laver et préparez-vous, sinon c'est vous qui allez suivre. Voilà toute une famille qu'ils ont récupérée comme ça. Exactement comme le gars qui a tué sa mère journaliste. Pourquoi? Parce que là, on ne vous apprend pas à dire, à devenir par le mérite. On veut vous élever
par le satanisme, le coulement du sang, la vente des organes et des ossements humains. Ça a entraîné toute une famille. Il n'est pas seul. Comme ça. Pas du tout. Voilà un autre qui a tué sa mère également. Le quartier Marouaré, dans l'arrondissement de Garoua 2e, suivant des témoignages, les faits se déroulent entre 22h et 23h. Tout aurait commencé par une discussion nourrie entre Iliassou, 17 ans, auteur de parricide de sa mère, Balidam Rabika, âgé de 49 ans. Demandez à sa maman de lui donner l'argent. L'argent là, sa maman a gardé l'argent là, c'est pour aller acheter la farine. Bon, elle est partie encore voler l'argent de la maman. La maman lui a dit que pourquoi tu as volé cet argent? Il lui a dit que j'ai pris, toi-même je peux te tuer. La nuit hier, il a tué sa maman. La pomme de discorde, la mère aurait accusé son fils de vol d'argent. Face à ces rififi et heurté par les insinuations de sa mère, il y a souvent utilisé ce parpaing de ciment comme projectile en direction de la tête de sa mère, la faisant taire définitivement. Aïssatou, la sœur cadette de Iliassou, a échappé de justesse à la furie colérique de son frère. C'est encore apeurée qu'elle raconte la scène. La nuit, ma mère rentre, on dormait et maintenant mon frère rentre dans la nuit vers 22h comme ça. J'ai suivi les cris de ma mère, elle pleurait. Après c'est comme ça, moi j'étais pensé que c'était dans mes rêves. Je me suis réveillée, j'ai trouvé que c'était ma mère qui pleurait. Comme elle pleurait, je voulais partir, mais j'ai eu peur, j'ai vu mon frère se retourner vers notre maison. Il est parti, il a pris le caillou, il voulait viser sur ma mère, j'ai appelé son nom, Iliassou. Il a soulevé ses yeux, il m'a vu, comme il m'a vu. Et moi j'ai eu peur. Et moi je suis sortie, je courais, je partais appeler les voisins. C'est comme ça, ils me poursuivaient. Moi je suis partie, je suis entrée dans les maisons des voisins. Après son forfait, le garçon a voulu jeter les poudres d'escampette, mais a été vite rattrapé par les forces de maintien de l'ordre. Le parricide met la famille dans les mois. Malgré son âge, Iliassou est un repris de justice et fiché à la brigade de gendarmerie de Pumpumré, qui sera transféré devant le procureur pour répondre de ses actes, pour le moins ignobles. Bien. Et c'est le quotidien comme ça au Cameroun. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tous ces crimes-là. Alors, voici un autre. Il s'est séparé de sa femme, ou pour quelle ou quelle raison, je ne sais pas trop. Il est allé là ôter sa vie. Écoutez et regardez. C'est dans les tréfonds du quartier Bonabéry, à Douala 4, que les éléments de la brigade terre de Bonabéry 2 vont débusquer Edouard Zofak, le présumé assassin de Marie, la femme à qui il a sauvagement arraché la vie il y a bientôt une semaine. Après l'avoir cuisiné durant de nombreuses heures, il va avouer être le meurtrier de celle qu'on présente comme son ex-compagne. Et sur les lieux du crime, où on va le conduire en vue de la restitution des faits, il raconte ce qui s'est réellement passé cette nuit. Non. Les détails sont durs, effroyables. Combien de fois? Plusieurs fois. Il se serait introduit chez son ancienne compagne, en pleine nuit, par un trou fait sur le mur, construit en matériaux provisoires, alors que celle-ci était dans la chambre. Il va tomber nez à nez avec son fils, un adolescent à qui il va demander de partir. Alors que le petit garçon apeuré s'en va chercher de l'aide dans le voisinage, sa maman intriguée par les échanges de voix va sortir de la chambre. En ce moment, comme mu par un instinct animal, Zofak Edouard, 46 ans, se servant d'une machette, alors en meilleur état au moment des faits, va la frapper à plusieurs reprises sur la tête et partout sur le corps, la saignant vive comme un animal dans un abattoir. Ensuite, il va prendre la peine de verser sur son corps inerte, ainsi que sur les alentours de la maison, de l'essence qu'il avait ramenée dans ce bidon de 5 litres, avec un sang-froid qui ferait trembler d'effroi les auteurs de polars
Les plus insensibles, il va mettre le feu à celle à qui jadis il disait je t'aime, laissant son petit garçon et sa famille dans le désarroi. Questionné sur les mobiles de son acte, il avouera avoir mal digéré la rupture entre eux. La maison dans laquelle la défunte vivait serait selon lui sa propriété. Il lui aurait demandé en vain de la lui rendre. La déception issue de cette séparation non consentie l'aurait même poussé à plusieurs reprises aux portes du suicide. Là, j'ai voulu me mourir, elle a laissé tout. Je me suis suicidé, la corde se coupait. La première fois, j'ai payé rata, j'ai bu. Croyant qu'elle va rentrer, me trouver couché mort. Le matin, je me suis levé. La deuxième fois, j'ai mis la corde. Sachant qu'elle va rentrer, trouver que je me suis pendu. La corde se coupait. C'est en 2006 qu'il fait la rencontre de celle dont il sera finalement le bourreau. Il va quitter sa femme pour lui offrir la belle vie. Un point de vue que conteste la famille de la défunte, qu'il accuse de lui avoir infligé toutes sortes de sévices corporels, émotionnels et psychologiques. Aujourd'hui, il dit regretter son acte. Ça, c'est ma première fois d'être menotté comme ça. Je regrette beaucoup. Après la scène de reconstitution, il a été conduit à la Légion de gendarmerie de Bononjo, en attente d'être transféré devant les juridictions compétentes. Bien, ça se passe au Cameroun. Il a tué son ex-femme pour des raisons que vous avez suivies là. Et ça continue. Vous allez vous poser la question pourquoi ça continue. C'est tout simplement parce que ça arrange les membres du gouvernement d'une façon ou d'une autre. Vous voyez le petit là que vous voyez ici. Le beau petit garçon que vous voyez, c'était un étudiant. Il a été retrouvé mort dans la maison du couple que vous voyez là. Ngongo Ferdinand et son épouse Céline Ngo, une sataniste au père. Elle finira également comme Madame Abissou Bidumbat. Le couple que vous voyez là. Ce petit enfant a été retrouvé mort dans cette maison. Enquête classée sans suite. Qui était le père de cet enfant mort? C'était le fils du cuisinier de Ngongo. On nous dit qu'il a été sérieusement abusé physiquement avant d'être assassiné. Le jour, pourquoi on ne trouve pas tout le monde à la maison, le jour où on l'a tué, ils l'ont tué et ils sont sortis tous. De la maison, ils sont partis ailleurs pour aller faire un tour. Pourquoi on reste retrouver le corps par la suite? Ils oublient que chaque chose qui se fait, tout ce que le ciel a vu, ne peut pas se cacher. Ngongo et son épouse Céline Ngo ont tué cet enfant. Enquête classée sans suite pour le moment. Parce que toutes ces enquêtes-là vont se réveiller. Vous avez vu ce qui s'est passé chez Blaise Compaoré. J'ai retrouvé la vidéo. Je vais partager cette vidéo avec vous demain. Ouais, demain, bon. Puisque la fête approche, je vais partager avec vous demain. Là où on a retrouvé chez Blaise Compaoré et chez son frère François, des endroits où il faisait des sacrifices humains. Tuer des gens. On a retrouvé les habits des enfants dans leur maison. Je n'étais pas là-bas. La vidéo m'a été envoyée. Je vais partager avec vous. C'est la même chose partout à Yaoundé. Hein? Dans les maisons de ces gens-là. Ce sont des cimetières, des scènes de crime. Yes, le petit enfant que vous voyez en photo là a donc été tué chez Ngongo Ferdinand, trouvé mort là-bas chez lui. Enquête est classée sans suite. Pour le moment, n'est-ce pas? Bien. Voici aussi un autre crime. Consulat. Ça se passe au Cameroun. Écoutez et regardez. La scène que vous allez voir est digne d'un scénario de film d'action hollywoodien. Dans le rôle du bon, le vigile. Celui des brutes, les 4 compères dont le dernier sera interpellé dans la ville de Marois. Et le truand, c'est lui, le présumé commanditaire. Les faits se déroulent au consulat général du Tchad dans le 1er arrondissement, dans la nuit du 26 au 27 novembre dernier. Sur ces images de caméras de surveillance, il est environ 1h30 du matin, lorsque les brutes
pénètrent par effraction dans le bâtiment. Les images permettent clairement de distinguer les poignards qui composent leur arsenal. Quelques minutes plus tard, les assaillants forcent l'entrée et parviennent à pénétrer à l'intérieur. Le bon sera alerté par les bruits, mais ne réagira pas. Un retard de réaction qui va lui être fatal. Ils ont directement foncé sur le gardien qui s'était réveillé au moment où la porte s'ouvrait. Ils l'ont immobilisé, ils l'ont ligoté et ils ont maintenu un individu sur le gardien tandis qu'ils faisaient leur opération. En tout, le bon recevra 5 coups de poignard des brutes. Une exécution en bonne et due forme, dont la commande porte la marque sanglante du truand. Et après avoir ligoté le gardien, on a bien vu que l'un des malfrats, bien évidemment le chef de gang, a émis un coup de fil, bien évidemment pour demander au commanditaire qui serait dans les parages. Le gardien est ligoté, c'est quoi la suite? Et on lui a dit, le coffre se trouve en haut. Au total, la somme de 28 millions de francs CFA sera dérobée et le vigile laissé sur le carreau. Lors de la reconstitution des faits, en présence des éléments de la gendarmerie nationale, toutes les brutes désigneront le commanditaire, le truand, qui n'est ni plus ni moins que l'adjoint du consul général. Ce dernier aura bien du mal à s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Je pose une question simple. Vous étiez dans ce bureau vendredi, oui ou non? On enlève les enquêtes, mais je ne me rappelle pas exactement entre jeudi et vendredi. J'ai dit sur ma déclaration entre jeudi et vendredi. Donc, je ne vais pas ignorer. Si vous étiez dans le bureau jeudi ou vendredi, je vous pose la question, même de toute façon, même jeudi. Oui. Puisque personne d'autre n'a la clé. C'est moi l'unique qui a. Voilà. Ça veut dire que vous êtes la dernière personne à sortir de ce bureau. Oui. Vous voyez, vous avez laissé la fenêtre ouverte. Pourtant, selon le commandant de compagnie Babila, le coffre-fort n'a pas été forcé. C'est où se trouve la problématique de cette enquête. Est-elle ouverte ou fermée? Nous allons peut-être requérir les experts. Mais de toute façon, au niveau de la Légion, je vous ai présenté le coffre-fort. Il allait de tous les commentaires. Nous avons pu constater que les tiges du battant du coffre-fort sont restées intactes, y compris les loges de cette tige. Résultat des courses, le bon assassiné. Et grâce aux éléments de la gendarmerie nationale, les brutes et le truand ont été interpellés. Bien, là c'est le consul du Tchad, tué chez nous au Cameroun. Est-ce qu'il est le premier à être tué comme ça? Vous vous souvenez aussi qu'on a tué le consul de France au Cameroun à Douala? On tue tout. On tue les Camerounais, on tue les étrangers, on tue les hommes d'église, on tue les femmes d'église, on tue les citoyens, on tue les fonctionnaires, on tue les militaires, on tue les civils. Notre pays est devenu aujourd'hui le pays du crime. Le pays du crime. Est-ce que ça a commencé aujourd'hui? Non, c'est pour ça que je suis parti de l'armée. Pour dénoncer ce comportement-là, il date depuis près de 60 ans. Yes, sir. Ce comportement-là date. Il m'a fallu beaucoup de courage pour partir de là, pour venir vous sensibiliser et vous informer. Je serais resté là-bas, je manquais de quoi? J'allais en mission, mes chefs m'aimaient beaucoup, j'étais un garçon percutant, travailleur, intelligent, qui était au service de la République. Mes chefs m'appréciaient beaucoup. J'étais régulièrement en mission. Quand Paul Biya veut voyager, je faisais avec la sécurité militaire ce qu'on appelait des missions avancées, avec le colonel Roger. Donc j'étais un gars qui avait tout. Mais j'ai dit, moi, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le galon ni le pouvoir. C'est l'humain qui m'intéresse. Je sais ce que ma mère a enduré pour m'accoucher moi. J'ai entendu. J'ai vu quand je suis né d'autres mamans souffrir, d'autres même sont même mortes. Comme Monique Koumaté, que vous voyez là. Cette jeune fille, elle est morte parce que c'est le même gouvernement qui l'a tuée. En allant donner la vie, elle a perdu la vie. Des jumeaux. Si ce n'est pas des triplés, je ne me rappelle même plus. Perdu la vie à la Kentini. Pas le même gouvernement. Enquête classée sans suite. Alors, moi, étant au Cameroun, j'ai regardé un tel comportement-là, je me suis dit, mais je vais contribuer à tuer les enfants de Dieu comme ça, et je vais dire quoi à Dieu demain. Je suis donc parti. C'est pour ça que vous me voyez parler ici. Ce n'est pas parce que, je n'ai rien à faire. C'est tout simplement parce que je me bats pour que les comportements changent.
Regardez ce qui s'est passé également à Melon. Toujours le crime. Écoutez et regardez. Les traces de sang encore visibles sur cette machette témoignent de l'horreur qui s'est produite ici. À l'aide de cette arme blanche, Guilhem Keugné, âgé de 22 ans, décide de mettre un terme à la vie de sa fille de 2 ans. Les faits se déroulent dans la nuit du 12 octobre 2023, aux environs de 20 h, dans le village Ndjinju 2, à 15 km de Melon, dans le département de Mungo. Comme entre dedans pour prendre l'habit, pour venir lui donner pour qu'il habille l'enfant. Il attrape l'enfant par les pieds et il tourne derrière, il prend la machette qu'il avait gardée dans le bananier et commence à couper le cou de l'enfant. Selon son frère aîné, Guilhem en avait marre de vivre dans la misère. Il aurait donc rejoint une loge qui l'a contraint de passer par cette condition. Ça faisait un bon bout de temps, cet enfant nous a dit qu'il voulait l'argent à tout prix. Qu'il voulait, il regrette pourquoi il est né d'une famille pauvre. Nous, toute la famille se sont rassemblés, on a dit dans notre famille, on se bat seulement pour avoir. Cherche seulement, Dieu va nous faire la possibilité et qu'on aura l'argent. Mais ce n'était pas son problème. Finalement, je ne sais pas là où il allait mettre la main jusqu'à ce qu'il a commencé ce désordre dans la famille. La famille, encore sous le choc, réclame que justice soit faite. Chacun répond de ses actes. Parce que dans notre famille, on ne supporte pas un criminel. L'homme a été arrêté par les éléments de la brigade de gendarmerie de Melon. Il sera présenté devant le procureur près du tribunal de grande instance de Nkosamba afin de répondre de ses actes. Bien, là ça se passe à Melon. J'ai fait seulement une sélection de petits, de quelques crimes pour vous démontrer ce qui se passe dans notre pays au quotidien. Et là, les crimes qui ne sont pas relayés dans les médias sont plus nombreux que ce que vous connaissez. Le Cameroun est le pays qui offre la mort. Notre pays, le Cameroun, est le pays qui offre la mort. Voici encore un autre. Ça se passe à Ngosso. Écoutez et regardez. Si devant les 2 présumés assassins, le plus âgé, 25 ans, prend les devants. Derrière lui, son complice, beaucoup plus jeune, 19 ans. Ils escaladent tour à tour le mur et entrent par effraction chez Dame Ngoyou Timende Eline Ndi. Le plus mûr de cette paire de hors-la-loi se fera un chemin par la fenêtre de la cuisine en cisaillant les antivols avec une pince et une houe. Une fois à l'intérieur, il donne instruction à son ami, comme il appelle, de débrancher le téléviseur et le laptop. Il demande à nouveau de l'argent sans suite favorable. Je lui ai demandé les téléphones sont où. Elle m'a dit c'est dans la chambre. J'ai refermé la cuisine, je suis parti, j'ai pris les téléphones. Ce repris de justice décide alors de quitter les lieux, mais la victime s'agrippe à lui. Le pire se produit. Après une bagarre, elle s'est fait poignarder à 3 reprises. Le coup fatal a atteint la dame à la carotide. Elle a perdu, elle s'est vidée de son sang. Les présumés malfrats quittent les lieux avec leur butin. Mais une enquête conduit les fins limiers de la police sur leurs traces. Si des malfrats se déploient sur le terrain, nous nous déployons pour pouvoir insécuriser ce qui insécurise nos populations. Des faits produits le 14 avril dernier, reconstitués par ces présumés malfrats devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mfundi. Ils sont présentement entre les mains de la justice. Bien, Ngosso c'est à Yaoundé, la capitale, la concentration des généraux, la concentration des corps d'élite, la concentration des colonels, la concentration des officiers, la concentration de, tu connais que je suis, la concentration de tous les officiers supérieurs, les officiers enquêteurs de merde. Ngosso à Yaoundé. Ce n'est pas le seul crime, j'ai tout simplement sélectionné quelques-uns pour vous présenter. Vous voyez la photo de ce monsieur-là. Le préfet ou le sous-préfet est Lundu. Il était d'abord à Nanga. Il avait été copieusement tabassé là-bas. Comme il avait des bras longs, ses frères et ainsi de suite, on l'a repris maintenant, on l'a envoyé au nord. Arrivé là-bas, les amis de Ngongo et les autres l'ont fini. Liquidé tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a vu à Nanga ce qu'il ne fallait pas voir. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je n'en sais trop rien. Le voilà, mort, affaire classée sans suite. Il était un préfet.
de la République. Donc, ce n'est pas seulement les chauffeurs taxi, les benzikineurs, ce n'est pas seulement les femmes au quartier, ce n'est pas seulement les enfants qu'on kidnappe, on demande les rançons, ce n'est pas seulement des hommes qu'on tue, on prélève les organes, ce n'est pas seulement les corps qu'on déterre. C'est tout le monde. Ces gens-là tuent tout le monde. Vous voyez celui qui est couché dans la voiture là, il est mort. Il a été tué au Togo. Les complices de son crime, certains sont encore enfermés. Ces enfants-là sont allés faire quoi au Togo? Ces enfants sont allés voler des voitures de luxe au Togo pour venir revendre au Cameroun. À qui? Pas à n'importe qui. À Oswald Baboké. Qui est Oswald Baboké? C'est le directeur adjoint du cabinet civil. Oswald Baboké. On nous dit aussi qu'il est Nanga. N'est-ce pas? Quand on tue cet enfant là-bas, il n'est pas mort seul. Ils sont deux. Pour faire entrer le corps. Parce qu'ils étaient en mission commandée. C'est Oswald Baboké qui signe le laissez-passer présidentiel que vous voyez là. Pour faire entrer les corps de voleurs au Cameroun de retour de mission de vol de voiture. Et qui va lui donner? Qui va donner ce laissez-passer là? C'est le chauffeur, le petit bonhomme que vous voyez avec le ventre là. Ce criminel, c'est un criminel, complice des crimes au Cameroun, le monsieur que vous voyez là. Le chauffeur de Oswald Baboké, il était parti accompagné, je pense, d'un commissaire. Nous y reviendrons en plus de détails. Pour aller donner le laisser-passer à la frontière, pour qu'on fasse rentrer le corps. Et entre-temps, ces enfants-là ont tué nos compatriotes au Togo. Ils ont ôté les vies. Sachez que quand Paul Biya ne sera plus là, une enquête sera diligentée contre le Cameroun et nous allons payer. Le Cameroun va payer. Parce que les autorités camerounaises ont comploté pour aller tuer des citoyens d'un pays étranger. Fut-il un pays africain? Frère, ils ont tué des gens là-bas. Avec des armes de guerre. Sortant, de la muraille de l'armée camerounaise, des PA. Financés par Oswald Baboké. Enquête classée sans suite. Les Camerounais sont morts, assassinés au Togo. Les Togolais sont morts, assassinés par des Camerounais. Cette organisation criminelle est régulée par certains hommes d'État dans notre pays, le Cameroun. Avec à leur tête, Oswald Baboké. Les enfants que vous voyez avec l'argent là, ces enfants que vous voyez là, font partie de la bande qui travaillait pour Oswald Baboké. Mais Oswald Baboké est là, à la présidence. Vous comprenez pourquoi les crimes continuent, puisque c'est devenu la mode, un mode de vie, institutionnalisé par les Nanga du pouvoir et par les Boulou Nanga de la Camorra. Oswald Baboké, avec son homme de main, le petit ventru que vous voyez là. Nous avons ce dossier. Nous savons automatiquement que le pouvoir là va tomber. Et notez, gardez la photo de ce type. Ce petit type que vous voyez là est impliqué dans beaucoup de crimes. Il est l'homme de main de Oswald Baboké. Je vous le dis ici. Comme je parlais à Amogo Belenga, il ne comprenait pas. Je parlais aux autres, ils disaient que non, nous, aux États-Unis, il raconte sa vie. Mais je raconte ma vie, il n'y a pas de problème. Pour le moment, je suis en liberté. En racontant ma vie, en disant des vérités qui ne sont pas les miennes. C'est la vérité du quotidien qui nous est imposée. Elles ne sortent pas de la Bible, ni du Coran, encore moins de la Torah. C'est notre quotidien que ces gens-là nous imposent. Comme ça, chaque jour. Regardez ce monsieur. On l'appelle Jean-Louis Mabenga. C'était un officier, beau garçon. Il était au point de se marier. Il a été tué sous l'ordre de Maxime Eko. Ce n'est pas moi qui parle de ça. Hein. Je vous parle toujours des choses ici avec des références. Ce lieutenant que vous voyez là, Jean-Louis Mabenga, à moins quelques semaines de son mariage, il est assassiné par un autre lieutenant qu'on appelait le lieutenant Bia, le petit-fils de Bogotitus, qui est d'ailleurs lui-même aussi décédé. Qu'est-ce que nous apprenons? Dans les documents que moi je reçois, on nous fait comprendre que Jean-Louis Mabenga entretenait une relation intime, monnayée,
avec échange de spermatozoïdes avec la femme de Ngongo Ferdinand. N'est-ce pas? Le gars que vous voyez là, le voilà vivant, en photo, en tenue, le voilà couché mort. Les organes ont été prélevés. Parce que j'ai toutes les photos, j'ai les vidéos des organes prélevés. On nous dit que lui, quand il dormait avec Madame Ngongo, il prélevait le sperme, il lui donnait, en échange, il lui donnait de l'argent. Alors quand tu en fais déjà trop et on en connaît déjà, on sait déjà ce qui se passe, on l'a demandé que Mbia le tue. Le lieutenant Mbia, son promotionnaire, a tiré sur lui, il est mort. Mbia était au deuil de Jean-Louis Mabenga. Il était à l'enterrement. On a enterré son camarade officier. Quand Mbia sort aussi de là, le deuil est fini. Mbia a été aussi liquidé, tué et enterré. La vie continue. Maintenant, Jean-Louis Mabenga, celui-ci, que vous voyez là, avec son cousin, oui, avec lequel il était régulièrement ensemble. Quand Jean-Louis Mabenga est assassiné, le cousin de Jean-Louis Mabenga a continué d'entretenir une relation avec la prostituée de Satan, parce que c'est une prostitution satanique pour prélever le sperme des jeunes gens, avec la même femme qu'on appelle Céline Ngo. Le jeune que vous voyez en photo là sera retrouvé mort quelques jours, le corps déposé devant la propre porte de sa chambre là où il dormait. Il était avec Jean-Louis Mabenga, c'était comme ça. Tu ne pouvais pas voir ce garçon là sans voir l'autre. Et Madame Ngongo savait que ces gens-là sont ensemble. Dès qu'elle a fini avec le premier, elle a entamé le second. Tous les deux morts, enquête classée sans suite. Ce sont les éléments de la DGF et les services de renseignement qui écrivent. Ce que je vous dis là, le dossier est là. Que Ngongo porte plainte et son épouse. Mais maintenant, ce qui est plus important, c'est que les services de renseignement camerounais doivent être tous poursuivis, arrêtés, emprisonnés et condamnés à la peine capitale. Parce que tous ces crimes que vous voyez là, aucun des crimes ne ressort là avec une enquête définitive. Toutes les enquêtes sont classées sans suite. Est-ce que vous avez connu celui qu'on appelait le capitaine? Non, ce n'était pas capitaine, lui il était policier. Le commissaire Okolé. Le commissaire divisionnaire Okolé. Il a pris sa retraite à moins quelques jours. Il a été retrouvé mort devant sa porte, poignardé. Et quand on fait l'enquête, on se rend compte que le couteau avec lequel on l'a poignardé, c'était un couteau du GSO, c'est un couteau de l'armée, de la police qui l'a tué. Enquête sera classée sans suite. On n'en parlera plus. Non, 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 non. C'est classé. On ne peut plus en parler. Il n'y en a pas. Femme Ndongo a une femme au Cameroun. On appelle Francisca Monebene. Cette femme-là, elle est retraitée depuis Mathusalem. Mais elle travaille toujours, en fait, aux dernières nouvelles. Elle continue toujours de travailler. Je vous ai parlé d'elle. Je vais retrouver ces photos dans mes archives. Je vais vous montrer la tête de ce monstre-là. Elle a fait tuer ses propres parents, son père et sa mère, tués de façon barbare. Le bâton enfoncé dans les orifices les plus importants de notre corps. Ses deux parents, attachés comme ça, là, déposés sur la chaise. Son gardien a été assassiné de la même façon. Ça se passe au Cameroun. Il s'appelait Oumaro, ce gardien. Elle a exactement fait comme Paul Biya. Quand on tuait Jean-Irène Biya, Paul Biya a fait semblant d'aller au Sénégal, se promener. Pendant ce temps, Milo Mojo est resté, il a tué Jean-Irène Biya. Où est Milo Mojo lui-même? Il est mort, n'est-ce pas? Après avoir volé, tué des vies. Ils ont aussi tué les sœurs de Djoum, toujours le même Milo Mojo, n'est-ce pas? Madame Francisca Monebene, elle organise un faux voyage, elle va s'asseoir à l'étranger. Parce qu'il fallait automatiquement sacrifier quelqu'un. Cette fois-là, elle a sacrifié son gardien, Oumaro, ou Adamou, Oumaro, c'était une autre compatriote du Nord. On l'a violé, sodomifionzé, on l'a trouvé comme mort devant la porte. Affaire classée sans suite. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle plus. On l'a enterré comme un chien. Je vous parle de ces quelques crimes-là pour vous faire comprendre que pendant que ça se passe, vous observez, nous parlons. Si je ne parle pas ici, mon frère parlera en France. Je pourrais Mingon. Si mon frère ne parle pas là-bas, je parlerai ici. Quand vous regardez le monde des activistes, ceux qui sont encore là pour le sujet sérieux de ce qui se passe au Cameroun se comptent au bout de ces 5 doigts. Je ne t'ai pas dit de bout de 10 doigts. Ils se comptent au bout de ces 5 doigts. Ça se passe au Cameroun.
on commande, on observe. Nous avons attendu l'un des plus grands incultes à qui on a donné un poste de responsabilité où il commande tous les généraux. Les généraux sont au quartier. Dès que tu veux parler, on te jette. Comme on a jeté Isaïe, Ngambo. Pendant ce temps, les autres s'asseyent au quartier, commencent à se gratter les bonbons. Chacun regarde ses chantiers. Chacun se précipite. Il faut que mon fils soit dans l'armée. Et quand son fils me met dans l'armée, il faut que son fils prenne la retraite. Et lui, il est encore là. Leur problème, c'est de s'asseoir, de gérer le quotidien, manger, boire, suivre leur chantier. Le problème de sécurité, ce n'est pas leur problème. Mais ça va devenir leur problème bientôt. Je vous dis sincèrement, nous arrivons. Bachar el-Assad ne savait pas que sa femme pouvait être hospitalisée hors de chez lui. Il ne savait pas qu'il pouvait fuir. Blaise Compaoré ne pouvait pas savoir que quand il tue les enfants, là, un jour ou l'autre, ces endroits-là vont être retrouvés. On a retrouvé là où il tuait les enfants. Pendant ce temps, il est en fuite de l'autre côté. Au Cameroun, Femme Dongo sera arrêtée. Grégoire Ouna sera arrêté. Mbargangele, Mbargomboa, Jean Baranga, ils seront arrêtés. Mbarga Magloua seront arrêtés. Les Stéphane seront arrêtés. Les Mbiacha et les autres vont être arrêtés un jour. Les Gongo Ferdinand, les Céline vont être arrêtés. Les Oswald Babou qui seront arrêtés un jour. Les Mbargangele vont être arrêtés. Les Claude Meka, même morts, seront arrêtés. Pour les crimes qu'ils ont posés là. L'Empire. Les enfants peuvent fuir, aller même au Vatican. Aller même se cacher aux États-Unis. Le général Paye va payer les 3000 morts de Douala. Vous allez payer. On ne peut pas tuer les enfants de Dieu comme ça et se promener impunément. Et détourner l'attention des personnes. Il faut aller s'occuper à l'Est comme. Pendant ce temps, l'homme qui a toute la sécurité du Cameroun, les morts que je viens de vous donner là, ce n'est rien. C'est tout simplement un aperçu. J'ai pris quelques images comme ça pour partager avec vous, pour vous donner la gravité de la chose. Puisqu'il y en a encore d'autres qui sont à la morgue. Martinez Zogo est à la morgue. On sait très bien qui l'a tué. Ils savent très bien que ce n'est pas Amogo Belenga qui a tué, qui a donné le coup fatal. Ils savent bien qui a tué Martinez Zogo. Mais maintenant, en libérant Amogo Belenga maintenant, c'est automatiquement braquer le regard et que l'enquête se suit. Au vu des images que j'ai, nous connaissons les assassins. Je vous ai dit que les images de Martinez Zogo, je les ai. Horribles. Les images de Jean-Louis Benoît, les images de Jean-Marie Benoît Mbala, je les ai avec moi. La barbarie, tu te poses la question, qu'est-ce qui a piqué des gens pour atteindre un tel niveau de barbarie? Comment faites-vous pour atteindre un tel niveau de barbarie sur un humain? Alors que si un chien sort là tout de suite, tout le monde fuit. Comment faites-vous pour tuer un être humain comme ça avec une telle barbarie? Enquête classée sans suite. Mais je veux ici rassurer les parents de tous ces enfants morts, tués. S'il vous plaît, moi je ne veux pas vous voir mourir. Je ne veux pas vous voir mort. Mais soyez forts et courageux. Justice se fera. Je puise mon courage de ce que Dieu a fait de moi. Et je puise aussi mon courage de l'apprentissage par observation. Regardez Israël. Le peuple le plus détesté de la terre. Après les Noirs, bien sûr, puisque le Noir, lui, il est détesté même quand il n'a rien fait. Le Juif, on va encore te dire que non, on déteste le Juif parce que le Juif a l'argent. Ou alors le Juif... Mais le Juif, est-ce que le Juif fait la magie pour avoir l'argent? Il travaille, il développe. Regardez les Juifs. Ils se battent tous les jours pour leur histoire. Et ils craquent. Toute personne de près ou de loin ayant contribué à l'assassinat d'un Juif dans le ventre, né, grandi, vieilli et mort, toute personne qui a contribué d'une façon directe ou indirecte, paye jusqu'aujourd'hui. Vous voyez la France, non? La France que vous voyez là ne représente rien. Quand un Juif regarde la France, il regarde comme un pays maudit. Et la France va payer devant un premier ministre juif. Même si ce premier ministre juif là n'a que 2 ans d'âge, le président français se met à genoux. Il dit, mets-toi à genoux ici. Pauvre Macron, mets-toi là. Tu parles de quoi? Vous avez vu ce que je suis fier de ce peuple-là. Juste parce qu'il ne se laisse pas marcher sur le pied, encore moins sur la tête. Ils sont arrivés là-bas, il y a un espace là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont arrêté les gendarmes français. Ils ont bien tabassé et menotté.
Oui, monsieur. Les Israéliens chez eux. Est-ce que vous avez entendu ça quelque part? Les Français ont la queue entre les jambes. Ils vont ouvrir leur clapet pour parler du Mali, pour parler du Burkina, pour parler du Niger, pour parler du Tchad, Centrafrique, pour parler du Congo et parler du Rwanda. Il faut qu'un Français ouvre sa bouche pour parler d'Israël. Il verra ce qui va arriver. C'est ça un homme. C'est ça les humains. C'est de d'eux que je m'inspire en regardant ce qui se passe en Israël. Et dit voilà un peuple. Est-ce que les Juifs sont des peuples parfaits? Non, mais ils savent se faire respecter. Et toute personne, de près ou de loin, ayant contribué avec Adolf Hitler à l'assassinat, à la persécution du peuple juif, va payer jusqu'aussi longtemps que la terre ici va exister. Ils vont payer chaque jour. C'est pour ça que vous voyez la France à genoux comme elle est là. Elle va se mettre à genoux toute la vie. Le premier ministre français, je ne parle même pas de... Je dis président, ministre, président, premier ministre français, tous les ministres sont les aplats-ventres devant les Juifs. Ils se mettent à genoux. Et à juste titre. Parce que les Français là, la même chose qu'ils ont fait aux Noirs, ils ont tué des Juifs, maltraité des Juifs, stigmatisé des Juifs. Mais comment? Ce que ces gens-là ont fait aux Juifs en France, mon ami, il faut lire l'histoire. Hein? Donc, je te dis à toi, peuple, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, inspire-toi de ce qui s'est passé autour. Il y aura justice au Cameroun. Et justice se fera au peuple camerounais. Donc, toutes celles de ceux qui tuent les Camerounais et les Camerounaises pensent s'échapper. Non, ils ne vont pas s'échapper. Demain, je vais vous parler également dans les prochains jours, peut-être le 26 ou le 27, de l'un des plus grands criminels qu'on appelle Eyebe Aïssi. C'est grave. Eyebe Aïssi, que vous voyez là, il a fait des enfants avec ses propres sœurs. Oh. Nouma Patrice Freeman. Qui es-tu? Eyebe Aïssi a la base des crimes qui se font autour de lui en ce moment parce qu'il veut sauver sa tête. On lui a dit, ces égrégores, ces démons, le Satan là a dit, il faut tuer. En ce moment, ça va être coup par coup. À tout moment, on tue, on tue, on tue. Et il est partout, hein. Il oublie que son dossier est arrivé ici. Ses propres sœurs, même père, même mère, il a couché avec, jusqu'à faire des enfants qui sont déjà grands. Salut Joël. J'arrive. Nous allons en parler. Ces enfants-là ont tué leur propre père. Un certain Essono. Le dossier est là. Et Yébé n'est pas seul. Les Nangas sont en tête avec celui qu'on appelle Antoine Zanga. Il a fait des enfants avec sa propre nièce. 2 fois, cette fille a conçu. Ils ont sorti le fœtus à 2 ou 3 mois. Paf, le fœtus est sorti. Ils ont consommé ça. Antoine Zanga. J'ai le portable de cet enfant. J'ai les écrits, j'ai les témoignages et les photos sont là. Je me pose la question, pourquoi les gars là ne sont pas courageux comme quand Belinga et Boutou au moins étaient courageux. Hein? Belinga et Boutou a porté au moins plainte. J'aime quand je parle comme ça et que ces gens-là se lèvent et disent non, ce garçon-là parle déjà trop là. Portons plainte à ce gars. Mais pourquoi vous ne portez pas plainte? Mais il y a une bonne raison. Vous portez plainte, c'est bien. Vous ne portez pas plainte, c'est aussi bien parce qu'il y aura une plainte demain au Cameroun et Antoine Zanga sera jugé. Même si Antoine Zanga est mort avec sa femme, parce que la femme d'Antoine Zanga n'est pas différente de celle qui est décédée là qu'on appelle Abissou. Abissou Bidon. Elles font le même travail. Antoine Zanga faisait le même travail. Et Yeba ici fait le même travail. Ferdinand Gongo fait le même travail. J'ai dit et Yeba ici fait le même travail. Zanga a fait accoucher des enfants avec sa propre fille. Elle est là, Yaoundé. Antoine Zanga. Et Yeba ici, c'est la magie. Les crimes, l'inceste, la mort, le vol. Et Yeba ici, tout le dossier est arrivé. Je vais vous raconter ça progressivement à partir du 27. Parce qu'entre-temps, je sais très bien que les fêtes au Cameroun, ce n'est pas comme d'habitude, c'est complètement mort. Mais ce n'est pas grave. Ce que vous vivez aujourd'hui va être rattrapé. Il y a un peuple au monde qui doit vous inspirer également. Vous avez vu le peuple russe, n'est-ce pas? Abandonné par la plupart des pays occidentaux. Le peuple s'est replié sur lui-même pour travailler.
travailler, commercialiser. Aujourd'hui, ils n'ont plus de dettes. Les peuples qui les ont sanctionnés, normalement, notamment les peuples d'Europe, sont aujourd'hui en train de souffrir. Alors, serrez-vous les coudes. Dès que les choses changent, vous en aurez pour moins de 90 jours pour retrouver chacun l'essence de sa vie. Je vous le dis ici, je vous le jure, aussi longtemps que Dieu Tout-Puissant nous donnera la vie, vous serez heureux et ce pays sera la capitale du paradis. Ne vous découragez pas. N'ayez pas peur. Ça, c'est les lunettes de mon ami Augustine. Chaque année, Augustine m'envoie une paire de lunettes. Elle dit que moi, je veux voir ton figure. Donc, je voudrais vous le dire ici, mes chers parents. Nous avons commencé l'année ensemble. Beaucoup d'entre nous nous ont quittés. Beaucoup d'entre vous sont partis. Beaucoup ne verront même pas le 25. Beaucoup ne verront pas le 31. Mais mettons toujours en tête que ceux qui resteront, nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang, de sueur et de salive. Ne vous découragez pas. Nos parents ne sont pas morts pour rien. Bibi Ngota, Jules Koumkoum, Ernest Wandje, Pius Djaoui, Atebe Yeni, tous ces gens-là, les Laurent Momier, ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour une cause noble. Je vais avoir une pensée pour la période de Manga. Je vais avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui se battent dans la diaspora. Les vrais combattants. Je vous salue. Je suis de tout cœur avec vous. Ne baissez pas les bras. Le combat a été long, mais nous sommes déjà vers la fin. Alors vous, jeunes gens, vous avez vu les conséquences du satanisme avec Brenda Biya. Vous avez vu les conséquences de boire le sang avec Abissou. Vous avez vu ce qui leur arrive. Ne répétez pas les mêmes comportements. Croyez en vous, ayez la foi en Dieu, écoutez vos parents. Et que l'enseignement de l'environnement vous inspire. Je compte sur vous pour relever le Cameroun. Et je sais que vous le ferez. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et que le monsieur qui dit persécuter des gens alors qu'il a la responsabilité de sécuriser le pays, il fallait que je vous démontre qu'il est un imposteur, comme d'ailleurs la plupart des généraux et des hommes de sécurité de notre pays. Vous avez donc vu le nombre des crimes, vous avez vu ce que fait Atangandji, alors qu'il est le secrétaire permanent du Conseil de sécurité, alors qu'il est le ministre de l'administration territoriale. C'est lui qui vend les armes, c'est lui qui tue, c'est lui qui instrumentalise, c'est lui qui manipule. Il fallait que je vous le dise parce que nous le savons, avec toutes les preuves à l'appui. Paul Biya a sa responsabilité. Il est comptable, mais il n'est pas le seul comptable. J'ai ma part de responsabilité. Toi aussi, tu as ta part. Mais ceux qui ont été, qui exupent la responsabilité du pouvoir, sont plus responsables que nous. Alors nous allons les amener tous et chacun à répondre devant la justice camerounaise. Il est vrai. Je peux compter sur vous. Il sera temps que chacun d'entre vous sache là où il va falloir aller mettre la main sur ces généraux-là, dans leur maison. Vous irez les chercher. Vous irez chercher Atangandji. Vous irez chercher leurs femmes pour les confier à la justice camerounaise. Parce que ce sont des tueurs et des criminels. Avant que la Cour pénale internationale s'en occupe, nous allons nous en occuper chez nous. Parce que nous avons des véritables magistrats. Il y a encore des vrais magistrats. Détrompez-vous. Il y a encore des vrais et des bons magistrats dans notre pays, le Cameroun. Mais comme ils n'ont pas pactisé, ils ont changé de se faire sodomifioncer. N'est-ce pas? Ils sont là. Ils ont été mis de côté. Ils vont servir la République au moment venu. Ne vous désespérez pas, les jeunes. Ne vous découragez pas. Il n'y a qu'un seul chemin. Dieu, la foi. Croire en soi, y avoir la foi en Dieu. Écoutez vos parents et l'apprentissage par observation. Observez Brenda, la fille d'un président de la République. La famille maudite au paradis. Nous sommes le seul pays au monde depuis la création de la terre. 42 ans, président. Toute la famille est maudite jusqu'aux petits-enfants. Ça se passe devant vous. Dans 140 ans, quand on posera ce sujet-là aux enfants, ils se poseront la question, mais ça a existé? Oui, ça a existé. Il s'appelait Paul Barthélemy Biapé Mvondo. 42 ans, tous ses enfants sont maudits. Sa femme maudite. Ses petits-enfants maudits. Ça a été, ça a existé en Afrique. Vous vous poserez la question. Et notre génération, les prochaines générations se poseront la question. Oui, il faut qu'ils sachent cela. À travers ces vidéos, à travers des livres que vous écrivez, il faut commencer à raconter cette histoire. Ça a existé. La fille du président de la République était une prostituée.
alcoolique et droguée, sans emploi, sans emploi. Elle vivait parce que on rançonnait, on estroquait les vendeuses de tomates, des arachides et des beignets de maïs au quartier. Pour nourrir son train de vie, elle couchait seulement avec des femmes. Sa maman marchait avec une grosse perruque. Ça existait chez nous au Cameroun. Dans très peu d'années, on vous racontera cette histoire dans les livres d'histoire et dans des films. Ça existait. Et ça retiendra aussi qu'il y a des Camerounais et des Camerounais qui étaient dans la diaspora à raconter tout et n'importe quoi que de s'occuper de l'essentiel. Mais je ne ferai pas partie de cela. Et je ne veux pas que tu sois partie, que tu fasses partie de ceux qui racontent des histoires sans écrire leur histoire et rentrer dans l'histoire dans le bon sens. Je ne veux pas faire partie de cela. Je veux faire partie de ceux qui ont marqué l'histoire parce qu'ils ont mis le doigt là où ça fait mal. Ils ont dit la vérité. Pour l'intérêt de l'humanité et pour l'intérêt de Dieu. Je veux donc que tu sois celui-là qui se bat pour une cause fondamentale, une cause juste, une cause claire, une cause nette. N'aie pas peur de mourir parce que tu partiras un jour, mais ne fais pas ce que tu ne peux pas supporter. Chacun dans son domaine respectif. Je ne t'ai pas demandé de venir t'exposer ici pour raconter ta vie. Tu peux écrire, tu peux prier pour nous, tu peux financer des activistes, ceux qui se battent, si tu as des moyens. Tu peux prier pour eux, tu peux faire des propositions, tu peux leur apporter ta contribution, comme tu peux à ton petit niveau. Mais contribue pour que ça change, afin que tu rentres dans l'histoire. Tu as été utile à quelque chose. Donc j'ai voulu échanger avec vous pour que chacun d'entre vous prenne conscience que l'enjeu est important. Les autres peuples nous parlent. Les autres peuples nous parlent. La Russie nous parle. L'Amérique nous parle. L'Israël nous parle. La Palestine nous parle. Le Liban, le Burkina, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Gabon. Tous ces pays-là nous parlent. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'être les derniers, bien que ce ne soit pas une course. Nous sommes très avancés. Nous sommes tellement intelligents. Je ne sais pas s'il y a un autre peuple intelligent sur cette terre comme le peuple camerounais, mais nous ne laissons pas marcher sur les pieds par une association d'incultes, des cancres, des imposteurs. Je ne peux pas être un imposteur. Dieu m'a tellement donné de connaissances et d'intelligence pour ne servir à rien. Non, ça doit servir à quelque chose. Et je sais que toutes les Camerounaises et les Camerounais sont intelligents. Alors que chacun d'entre vous mette son intelligence à contribution. Tout simplement. Et tu verras comment tu rentreras dans l'histoire. La magie n'existe pas. Ne bois le sang de personne. Ne mange la chair de personne. Ne trahis personne. Ne complote avec personne pour tuer quelqu'un d'autre. Ça te suivra jusqu'à ta énième génération. Comme ça va suivre Bia. Faites attention à vous. J'ai beaucoup d'amour pour vous. Moi, j'ai fait un choix. Celui de me battre pour une cause réelle et juste. D'abord pour mes convictions. Alors que toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons rejoignent. Chacun dans son domaine respectif. Rejoignez, vous n'êtes pas obligé de venir avec nous. Faites ce que vous avez à faire. L'homme regarde l'action, Dieu lit les intentions. Croyez-moi. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et j'en suis convaincu, vous redonnerez à ce pays ses lettres de noblesse. Et ensemble, nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.